crois que c'est une petite tête qui se met devant moi. C'est bon? Alors, ça peut vous paraître assez loin, la Cour de cassation. Nous travaillons assez étroitement avec l'association, finalement, maintenant. Parce que, comme je l'ai mis en sous-titre, ça peut être utile dans le contentieux de la construction des lois individuelles. Et comme nous l'avons entendu un peu partout dans les interventions, effectivement, il y a pas mal de questions qui ne sont pas encore tranchées et qu'on essaie d'éclaircir. Donc, je pense que c'était assez important quand même d'en parler aujourd'hui. Alors, nous allons commencer par le moment moi-je. Donc, je vais le présenter quand même parce que pas mal de gens connaissent mon père, mais pas encore moi, je pense. Donc, effectivement, je suis la fille de mon père, mais pas que. Je suis collaboratrice dans un cabinet d'avocats à la Cour de cassation depuis 3 ans, et pas avocate à la Cour de cassation, puisqu'il faut avoir un diplôme en plus pour être avocat à la Cour de cassation, pour mes patrons, mais pas encore moi en tout cas. Donc je travaille en tant que collaboratrice, c'est-à-dire que je rédige quand même les mémoires, etc. Je m'occupe des affaires, mais toujours sous leur contrôle, etc. Et à côté de ça, je suis avocate indépendante depuis assez peu de temps, et puis je traite d'affaires assez diverses et variées, notamment pour certains adhérents de l'association, enfin, en tant qu'avocate, comme on peut faire, comme ça. Alors, pourquoi cette intervention? Comme je vous l'ai dit, je pense qu'il y a des choses à tenter dans la Cour de cassation pour améliorer le sort des maîtres de l'ouvrage. 2 points importants, j'essaie de simplifier au maximum parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a du mal à s'imaginer, auquel on n'est pas toujours confronté. Le premier rôle de la Cour de cassation, c'est celui dont on a le plus parlé, je pense. C'est un rôle de fixation du droit. Il y a beaucoup de flou, d'incertitudes encore dans la législation. La loi ne fait pas tout. Il faut interpréter, il faut combler les vides, etc. Donc, ce rôle-là est la plupart du temps fait par la Cour de cassation, puisqu'elle rend des décisions qui s'imposent aux juges, aux autres juges. Il y a une Cour de cassation, il y a une chambre de cette Cour de cassation qui s'occupe de la construction. Donc, il n'y a pas de divergence. On a une solution, elle s'impose. Alors que, comme on l'a vu pour la nullité, il peut y avoir des divergences entre cours d'appel. On ne sait pas trop sur quel pied danser, que va décider notre juge, on ne sait pas. La Cour de cassation, elle pose une décision, on peut s'en prévaloir devant eux, ils ne la respectent pas toujours, mais quand ils ne la respectent pas, on peut avoir recours à la Cour de cassation. Et elle tranche. Voilà. Je reviendrai un peu sur la question de la nullité qu'on a évoquée tout à l'heure, dans mes exemples, dans les dossiers qui sont traités ou en cours de traitement, dans le cabinet en place. Alors la deuxième spécificité, si on peut dire, de la Cour de cassation, c'est une voie de recours. Alors, c'est une voie de recours, c'est-à-dire que quand on est en désaccord avec la décision d'une cour d'appel, la plupart du temps, pour les petits litiges, parfois il n'y a pas d'appel, on va directement en cour de cassation, mais la plupart du temps, pour des litiges de maison individuelle, ça dépasse les limites, donc ça va être du gros litige qui va passer par l'intermédiaire de la cour d'appel. Quand on n'est pas d'accord avec une décision de cour d'appel, on peut faire un pourvoi en cassation, c'est-à-dire une demande à la cour de cassation d'examiner la décision d'appel. Vous m'arrêtez si c'est pas clair, hein, sur ce que je dis, je vais avoir question après, mais... Ce que vous dites, c'est qu'on peut se pourvoir en cassation après une décision de première instance. Oui, mais quand c'est du petit litige. Donc il y a des plafonds, voilà, mais la plupart du temps, ça dépassera largement. Hein. Ceux que j'ai eu pour l'instant dépassent largement. Donc il faut passer par la case cour d'appel. Donc soit vous pouvez être déçu d'une décision de cour d'appel et faire ce qu'on appelle un pourvoi en cassation, donc faire une demande à la cour de cassation. Soit vous pouvez être content de votre décision d'appel, mais le constructeur peut lui ne pas être content, ou le garant. Et à ce moment-là, lui fera un pourvoi en cassation, il serait défendeur. Ça marche à peu près comme la cour d'appel pour l'instant. Alors, qu'est-ce que le pourvoi en cassation? Donc je l'ai dit, c'est une voie de recours, mais cette voie de recours, elle permet de faire annuler la décision de la cour d'appel. Donc, ce qui veut dire qu'une fois que vous aurez votre décision de cassation,
si on dit qu'elle casse l'arrêt d'appel, donc elle le remet en cause, elle dit la cour d'appel a mal jugé, j'annule la décision, le litige, la plupart du temps, n'est pas terminé. Elle va renvoyer le litige devant une autre cour d'appel, ou devant la même, avec d'autres juges. Et là, ça repart, l'affaire est rejugée. Complètement. Sur les points qu'on transmet à la cour d'appel. Mais ce n'est pas une voie de recours ordinaire. C'est-à-dire qu'elle ne rejuge pas l'affaire, c'est ce que je viens de développer, elle va renvoyer vers une autre juridiction, une autre cour d'appel. Et cela explique deux spécificités. C'est que, en réalité, elle ne juge pas l'affaire, elle juge la décision d'appel. D'accord ? Donc, ce qu'on va lui soumettre, ce n'est pas un litige, si vous voulez, c'est plutôt une décision. Elle va regarder si la cour d'appel a bien appliqué le droit. D'accord ? On lui énonce il y a une règle de droit. Est-ce que la cour d'appel devait en faire application ? Est-ce qu'elle devait en faire application de cette façon ? Elle ne va pas aller regarder si vous prouviez telle ou telle chose. C'est une spécificité de la Cour de cassation. La conséquence, c'est qu'on ne peut lui soumettre ni de nouvelles demandes, ni de nouveaux arguments. Elle va aller juger par rapport à ce que vous avez soumis à la Cour d'appel, donc par rapport à vos conclusions d'appel qui sont très importantes, si la Cour d'appel a fait une bonne application de ce que vous lui demandez. Vous ne pouvez pas lui demander des dommages et intérêts en plus. Vous ne pouvez pas lui demander une nullité si vous ne l'aviez pas demandé en appel. Vous ne pouvez pas faire tout ça. Elle rejuge vraiment la décision d'appel par rapport à ce que vous avez demandé. Deuxième spécificité, c'est que elle ne contrôle pas les faits, ni les preuves. Si, un exemple, c'est vrai que c'est pas évident à comprendre, un exemple, si la Cour d'appel dit vous ne pouvez pas que le constructeur vous a fait signer un avenant parce qu'il n'est pas signé. Vous avez l'avenant, mais il n'est pas signé par le constructeur. Vous ne pouvez pas dire la réalité de cette chose. La Cour de cassation va dire moi je ne contrôle pas. La Cour d'appel, elle a souverainement considéré que vous ne faisiez pas cette preuve. Là, elle ne contrôle pas. Oui, je vous vois à vos yeux complètement ouverts parce que ce n'est pas un troisième degré de juridiction. Elle va simplement dire il y a une règle de droit, est-ce que vous l'avez bien appliquée dans toutes ces conditions, oui ou non. C'est assez particulier. Alors, deux petites nuances sur l'absence de contrôle des faits par la Cour de cassation. Elle va quand même contrôler que la Cour d'appel n'a, par exemple, pas dénaturé un écrit. Dans mon exemple de tout à l'heure, si la Cour d'appel a dit vous ne faites pas la preuve de l'avenant parce que il n'est pas signé et que l'exemplaire que vous avez transmis à la Cour d'appel était signé, ça elle va contrôler. C'est flagrant qu'elle n'a pas regardé cet élément de preuve, qu'elle n'a pas bien examiné, etc. Mais il faut que ce soit complètement flagrant. Deuxième petite spécificité, il y a une règle de droit qui dit que la Cour d'appel, les juges du fond, doivent examiner tous les éléments de preuve que vous versez au débat. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et quand vous avez un élément de preuve flagrant, et que la Cour d'appel ne l'a pas, manifestement pas examiné parce qu'elle n'en parle nulle part, qu'elle ne l'a pas pris en compte, vous pouvez aussi le reprocher à la Cour d'appel devant la Cour de cassation. Alors, il y a beaucoup d'autres petites subtilités, je serai à votre disposition à peu près toute la journée, si vous voulez en parler un petit peu plus. Pour ceux que ça intéresse, peut-être qu'il y en a dans cette salle qui sont en procédure. Mais bon, là, c'est peut-être pas le moment de développer tout ça. Je vais donc passer à la procédure de cassation. Alors, les délais, on me pose souvent la question. D'abord, les délais de procédure. En demande, c'est-à-dire quand vous n'êtes pas content de votre décision d'appel, vous allez faire un pourvoi. Les délais, c'est 2 mois pour former le pourvoi, donc pour faire la demande à la Cour de cassation. 2 mois à compter de la signification de la décision d'appel. Donc à partir du moment où l'huissier est venu vous remettre sa décision d'appel, vous avez 2 mois. Ensuite, une fois que ce pourvoi est déposé, c'est simplement, vous allez voir qu'on a besoin d'un avocat de toute façon pour y aller, c'est simplement l'avocat qui inscrit sur une base informatique maintenant que le pourvoi est inscrit contre cette décision et fournit la décision à la Cour de cassation. Ensuite, il faut produire comme un jeu de conclusion qui s'appelle un mémoire en Cour de cassation et qui est assez spécifique et doit
l'avocat doit fournir ça dans les 4 mois suivant la déclaration de pourvoi qu'on a fait juste avant. Donc ça fait 6 mois en tout, comme date butoir. Okay. En défense, par contre, c'est 2 mois pour déposer le mémoire en défense, qui court à compter de la signification du mémoire en demande. Donc ça fait 2 mois en demande, plus 4 mois, et pour la défense 2 mois. Ce qui vous intéresse plus à mon avis, c'est combien de temps pour avoir la décision. Alors là, c'est entre 6 mois et je dirais 13 mois, selon que vous êtes en défense. Si vous êtes en défense, il y a toute la phase déjà, demande, etc. qui a été réalisée. Donc 6 mois après le dépôt de votre mémoire en défense, à peu près 1 an, je dirais, 1 an, 13 mois après votre mémoire en pied. Ça peut aller plus vite, mais je donne large pour que vous soyez, le cas échéant, agréablement surpris. Alors l'issue, comme je vous le disais, si la décision d'appel est mauvaise et que la Cour de cassation vous avez mal appliqué le droit, ce sera une décision de cassation. C'est pour ça qu'on appelle la décision de cassation. La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel. Okay. Et elle renvoie souvent, sauf si elle peut trancher rapidement, mais ça arrive très peu fréquemment, elle renvoie vers une autre cour d'appel ou vers la même cour d'appel avec une cour différente, des juges différents. Dans le cas contraire, si elle dit la décision d'appel est très bien comme ça, ou alors je ne contrôle pas ce que vous m'avez soumis, puisque son contrôle, comme je vous l'ai dit, est restreint, elle donnera une décision de rejet. Je rejette le pouvoir. Okay. Les risques, alors, il y a l'indemnité de procédure, comme on appelle comme en première instance, qu'on appelle l'article 700. En cours de cassation, c'est maximum 3 000 €. Il y a l'amende, il y a une amende qui est prévue, mais alors là, il faut vraiment faire un pourvoi abusif. Ça arrive quand même assez fréquemment. Pas de dommages et intérêts, puisqu'on ne peut pas faire de nouvelles demandes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. L'avocat est obligatoire. Donc, comme je vous l'ai dit aussi, il y a des avocats à la Cour de cassation, auxquels vous êtes obligés de faire appel. Ils ont un monopole. Donc, vous êtes obligé d'avoir recours à eux. La plupart sont sur Paris, puisque la Cour de cassation est sur Paris. Et voilà, ils se chargent de l'ensemble de la procédure, du dépôt des mémoires, de la rédaction. Ils se mettent évidemment en contact avec votre avocat. C'est des coûts moyens. Pardon ? Des coûts moyens, ces avocats. Alors, il y a vraiment une palette énorme sur Paris. C'est vrai, c'est pas de la langue de bois. Hein. Clairement, je pense que ce qui est légitime par rapport au travail qui est fourni, etc., et par rapport au prix qui se pratique, c'est environ, je dirais, je vous parle de taxes comprises parce que je pense que ça vous parle le plus, je dirais environ 2 000 € pour un mémoire en défense. Et pour la procédure en demande, c'est un peu différent. Nous, on travaille beaucoup dans le cabinet dans lequel je bosse, avec une consultation préalable, c'est-à-dire est-ce que vous devez aller en cour de cassation ? Parce que vous pouvez être de bonne foi, etc. Et la Cour de cassation ne contrôle pas ce que vous avez lu ce matin. Ça ne sert à rien de perdre de l'argent. Donc il y a une première phase de consultation. Ensuite, si on vous dit allez-y, ça vaut le coup, il y a le mémoire ampliatif qui est rédigé après. Donc la demande. L'ensemble, je dirais, là c'est davantage, je dirais peut-être aux environs de 3 500 € toute taxe. La première consultation. Que la consultation, c'est... Alors, le mémoire ampliatif qui est fait après la consultation est nécessairement moins cher, puisqu'on a déjà étudié le dossier, donc pour nous c'est un peu plus rapide, mais c'est aux environs de un petit peu moins de 2 000 €. Ça dépend vraiment aussi de l'affaire, des cas. Quand c'est des personnes individuelles, les honoraires sont aussi moins importants. Quand l'affaire est beaucoup plus complexe que votre arrêt de cour d'appel, elle fait 50 pages, c'est forcément plus important. C'est pour ça que je vous dis que c'est très très variable. C'est vraiment, vous étonnez pas si c'est davantage parce que votre affaire est plus complexe, etc. C'est vraiment un ordre d'idée que je vous donne là. Pour que vous sachiez que ça ne coûte pas 20 000 €, mais que ça ne coûte pas non plus 500 €. Voilà. Oui. Dans quelle situation il peut y avoir rejet de la part de la Cour de cassation? Oui. Et dans ce cas-là, que devient le dossier? Alors, un appel où il est... quand il y a un rejet, c'est fini. Voilà. C'est la dernière fois de recours. Alors, il y a maintenant des instances européennes, mais il faut quand même qu'il y ait des cas particuliers
avec des atteintes à des droits fondamentaux, etc. Enfin, voilà, tout ça, souvent ça s'arrête en cours de cassation pour la maison individuelle. Surtout qu'il faudra les avoir abordés pour les soutenir après. Donc il faudrait que l'avocat ait déjà pensé que ça pourrait, parce que si on ne les aborde pas au cours de la procédure avant la cassation, c'est fini. Mais même avant la cour de cassation. Voilà, bien avant. Même en appel. 5 minutes, j'ai presque fini. Le bilan des procédures avec l'association, hein, je l'ai pas mis, mais je fais beaucoup de dossiers. Donc les bilans de procédure avec l'association. Le sujet principal que nous traitons en ce moment, en tout cas, c'est l'habilité. Donc si vous avez des questions là-dessus, je suis pour l'instant à peu près au fait, je pense, de ces particularités. Donc nous travaillons sur ces causes et sur ces conséquences. Il y a beaucoup moins d'incertitudes sur les causes que sur les conséquences aujourd'hui. Alors il y a 5 dossiers, une décision, puisque ça met quand même pas mal de temps à aboutir. Cette décision est favorable, donc on peut dire qu'on a 100% de réussite. On verra l'an prochain. Hein. Donc comme on le développait, il y a pas mal d'incertitudes sur les conséquences de la nullité du contrat de construction. Pourtant, il y en a beaucoup qui sont annulables. Ça, c'est un fait. Tous ceux que je vois passer à peu près sont annulables, sincèrement. Et ça touche énormément de gens. Alors, on s'est posé la question de savoir pourquoi ça n'avait jamais été tranché. Eh bien, je pense que parce qu'il n'y avait pas encore la loi. Et que les gens étaient assez démunis. Donc, soit il n'y avait pas de procédure, soit il y avait des procédures jusqu'en première instance, soit ils gagnaient pour battre rien, soit ils perdaient et ils abandonnaient. À la limite, ils allaient en appel, mais voilà, ça se finissait comme ça. Qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? Donc, obtenir une décision favorable sur ce point-là, ce serait, j'ose dire, génial, parce que vous, les maîtres de l'ouvrage, vous auriez une situation où vous pourriez sincèrement mettre la pression en tout cas, en lui disant attention, mon contrat est annulable. Si vous n'annulez pas, si vous n'allez pas dans mon sens et si vous ne faites pas bien votre travail, voici les conséquences. Donc, on ne sait pas encore quelles sont ces conséquences. En tout cas, en œuvre, on essaye de faire admettre quelque chose de bon pour les maîtres de l'ouvrage. C'est pas encore gagné parce que c'est vraiment très très complexe comme situation. Mais on a développé tous nos arguments dans les mémoires qui sont en cours. Donc nous aurons sans doute plus d'informations l'an prochain quand tout ça aura abouti. Un petit peu plus en détail les différentes choses qu'on a demandé et qu'on a obtenues. Donc la décision favorable, c'était sur un sujet de nullité, mais sur les causes de nullité. La Cour d'appel avait refusé de prononcer la nullité alors qu'il n'y avait pas de garantie de remboursement à la signature du contrat et qu'un acompte avait été donné. Donc là, nous l'avons obtenu. C'est reparti devant une cour d'appel. Pour l'instant, je ne connais pas la suite. Je pense que ça n'a pas encore la première décision qui est la seconde décision, donc première décision qui est en cours, qui n'a pas encore abouti. C'est une décision où la cour d'appel avait annulé le contrat de construction, condamné le constructeur à remettre le terrain en état et restituer toutes les sommes au maître de l'ouvrage. Mais elle avait aussi condamné le maître de l'ouvrage à payer au constructeur une somme au titre de la construction. Je me suis trompée quelque part. La Cour d'appel avait annulé le contrat de construction, condamné le constructeur à remettre le terrain en état et à restituer les sommes, mais avait condamné le maître d'ouvrage à payer au constructeur une somme au titre de la construction. C'est-à-dire que le maître de l'ouvrage se retrouve avec un terrain nu, mais il doit quand même payer quelque chose au constructeur. Donc c'était assez aberrant pour nous. Nous avons donc déposé un pourvoi, nous demandons la Cour de cassation. On attend cette décision avec intérêt. La seconde affaire, c'était en défense, cette fois, puisque la Cour d'appel avait annulé le contrat de construction, condamné le constructeur à lui remettre en état le terrain, jusque-là tout va bien, restituer les sommes payées au maître de l'ouvrage, sans aucune contrepartie pour le constructeur. Donc là, nous y sommes, le maître de l'ouvrage récupère son terrain, et ce n'est pas exclusif de dommages et intérêts. Ça ne portait pas là-dessus, mais ce n'était pas dessus. Donc là, le constructeur a évidemment fait un pouvoir, et là, nous défendons. Donc ce sera sans doute cette décision-là qui viendra en premier, puisque nous sommes en défense, ça ira plus vite que l'autre affaire où nous sommes en demande.
Et nous avons développé énormément d'arguments pour parvenir à obtenir une décision de rejet sur ce point-là. Nous espérons l'obtenir, ce qui est très possible aussi, ce qui serait dommage, je pense. J'ai demandé une décision de principe, mais ce qui serait dommage, c'est que la Cour de cassation, quand elle admet que la Cour d'appel a une raison, etc., parfois elle déclare non admis le pourquoi. C'est-à-dire qu'elle ne va même pas rendre de décision motivée. Elle va dire c'est tellement ridicule ce que vous dites que je ne prends même pas le temps de motiver, et j'écarte. Et là, on aura gagné, mais on n'aura pas de décision à commenter et à montrer au constructeur on a gagné. Donc on espère qu'il va y avoir une réelle décision qu'on pourra afficher. Alors nous faisons aussi des mémoires sur autre chose, évidemment. Nous avons fait une demande, un mémoire ampliatif sur plusieurs points, notamment sur l'étude de sol, qui se pose pas mal. Remboursement de l'étude de sol. Est-ce que le contrat est nul ou est-ce qu'il est en tout cas illégal quand le constructeur prévoit une étude de sol dans le contrat? C'est ce que je crois, puisque la législation dit il faut une étude de sol. Et si l'étude de sol n'est pas faite, tant pis pour le constructeur, il prend en charge les conséquences de la nature du sol, etc. Donc pour moi, il n'y avait rien de tranché par la Cour de cassation. Moi, il n'y a pas de doute, mais on fait une décision. J'espère qu'on l'aura dans moins d'un mois maintenant. Donc c'est dommage, je ne peux pas l'avoir aujourd'hui, mais l'an prochain, je ne le ferai pas. Et la dernière affaire que nous avons déposée vendredi dernier, à propos de réserves, donc il y a eu réception, énormément de réserves, notamment dans les 8 jours. Et le constructeur n'est pas venu, donc on essaie de faire rembourser au constructeur maintenant tout ce qu'a coûté la baie des réserves, etc. Il y a pas mal de choses qui ont été écartées par la Cour d'appel parce qu'il manquait des preuves, etc. Donc c'est un peu compliqué d'aller dans la Cour de cassation pour ça, puisque c'est pas une question de principe, si vous voulez, c'est plus du factuel. Est-ce qu'il y avait la preuve, est-ce qu'il n'y avait pas la preuve, etc. Donc ça, on tente, c'était positif notre consultation, notamment sur des pénalités de retard, etc. La prise en compte des pénalités de retard, la preuve des pénalités de retard. Tout ça n'est pas tranché par la Cour de cassation, donc vous voyez qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour que vous puissiez dire, même devant des juridictions inférieures, j'ai une décision de la Cour de cassation, j'ai le droit de m'en prévaloir, vous devez trancher dans ce sens. C'est pour ça que c'est important de continuer sur cette voie-là, en partenariat avec la loi, parce que ce qu'il nous faut, c'est des décisions, c'est trop important pour passer à l'issue. Juste un petit conseil, peut-être, si je peux me permettre, sur les réserves. Quand vous faites des réserves lors de la réception, le constructeur est là, il doit signer le PV, normalement de réception. C'est bien s'il le signe parce qu'après il ne pourra pas dire ces réserves n'existaient pas, je ne les lève pas. C'est compliqué pour lui une fois qu'il a signé. Par contre, quand vous envoyez vos réserves dans les 8 jours, il n'est pas là, il n'a pas signé le PV. Donc évidemment, vous avez le droit de vous prévaloir de ces réserves et de les faire lever. Mais il faut quand même apporter la preuve que ces réserves existent. Le constructeur n'a jamais reconnu que ces réserves existaient, il n'était pas là. Vous comprenez? Donc ça vous fait porter quand même un poids supplémentaire que si elles sont déjà consignées dans votre PV de réception. Alors là se pose la question de l'expert ou pas au moment de la réception. On aurait tendance à quand même vous dire non, il vaut mieux vous garder un délai de 8 jours quitte à faire venir un expert après. Mais n'oubliez pas qu'il faut des preuves pour ces réserves dans les 8 jours. Donc pourquoi pas demander à l'expert de vous rédiger quand même une petite note avec les réserves qui prouve qu'il y a quand même quelqu'un qui les a constatées, ou un huissier, ou voilà. Donc, il faut quand même faire la preuve de ces réserves. Voilà. Merci.